Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps. On s'en va à Madrid. Pas n'importe quand. Non, exactement. On atterrit en 1972. Faut s'imaginer l'ambiance, là. L'Espagne est encore sous Franco, mais on sent que le régime est vieillissant. Il est fatigué. C'est ça. C'est une société qui est comme prise entre deux feux. Un passé autoritaire qui veut pas lâcher, puis un futur qui essaie de se faire une place. Mhm. Et au milieu de ça, les sources qu'on explore nous montrent un contraste mais absolument saisissant. Ah oui? D'un côté, le Madrid traditionnel et de l'autre, à quelques kilomètres, une petite Amérique, la communauté de la base militaire de Torrejon. C'est un décor qui est fascinant parce qu'il sert de scène à un roman qui est une véritable toile d'araignée narrative. Oui? Notre but aujourd'hui, c'est un peu de démêler les fils de cette histoire-là. OK. On va voir comment une romance d'adolescent qui a l'air toute simple au début devient en fait le fil conducteur qui nous tire vers des intrigues pas mal plus sombres. Comme quoi, par exemple? De l'espionnage international au plus haut niveau de l'État, des manigances financières et surtout ce choc culturel permanent entre deux mondes qui sont forcés de vivre ensemble. C'est une lecture qui, je pense, peut vraiment surprendre un public francophone, justement. Ça ouvre une fenêtre sur une période qu'on connaît mal, Totalement. et c'est là que ça devient vraiment le fun. On n'a pas juste une histoire. Non. On en a trois. Trois histoires qui s'entrecroisent tout le temps. On a d'abord Lolo, un ado espagnol, et Mary, une jeune américaine. Le premier grand amour. C'est le cœur émotionnel du récit. Mais en même temps, la mère de Lolo, Carmen, une femme ordinaire, là, Mhm. elle se fait recruter par les services secrets de Franco. Rien de moins. Et comme si c'était pas assez, on suit aussi un banquier qui, lui, navigue dans les cercles du pouvoir où l'argent et les secrets d'État se mélangent. C'est un vrai microcosme, en fait. C'est un zoom sur toute la société espagnole de l'époque. Exact. Alors, commençons par le commencement, parce qu'il a l'air le plus innocent, l'histoire d'amour. Allons-y. Le point de départ, le point d'ancrage de toute l'histoire, c'est la relation entre Lolo et Mary. Et leur rencontre, c'est tout un symbole. Ah oui? Raconte. Ça se passe à une fête, à la piscine de Royal Oaks, le quartier résidentiel américain. J'imagine le choc pour Lolo. Ça a dû être quelque chose. Il débarque de son Madrid qui est tout gris, tout strict, puis se retrouve projeté dans une scène de film américain. La musique rock, les barbecues, les bikinis. C'est la collision frontale de deux univers, dès le début. Absolument. Et le roman est excellent pour nous faire sentir ce décalage-là. Lolo, lui, il vient d'un collège catholique où on lui enseigne la formation de l'esprit national. Juste le nom. C'est de la propagande franquiste pure et dure, tu sais. C'est un monde de discipline, de religion, de retenue. Et de l'autre côté, on a Marie. Marie, c'est une cheerleader, une animatrice de claque, comme on dirait ici. C'est ça. Sa vie à elle, c'est le football américain du vendredi soir, les balles de fin d'année, la culture du dating. C'est une adolescence en technocolore. Fait que leur relation, c'est bien plus qu'une simple amourette. C'est une idée, non? Beaucoup. Leur rendez-vous, c'est souvent dans des maisons vides la base. Des maisons de famille américaines qui sont reparties. Exact. Ça ajoute une tension, un côté interdit qui est très, très puissant. Les sources décrivent un équilibre constant entre l'innocence de leur âge puis une curiosité sexuelle qui s'éveille. Et qui est explorée avec une audace assez surprenante pour l'Espagne de 1972. Il y a une scène, d'ailleurs, qui illustre ça parfaitement. Ça m'a vraiment marqué. Laquelle? C'est quand Mary offre à Lolo une boîte de préservatifs français. Wow! Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, en Espagne, c'est un objet qui est non seulement introuvable, mais complètement tabou, presque subversif. C'est fou de penser qu'un simple objet comme ça devient un acte de rébellion, presque politique. C'est exactement ça. On voit que même leur relation la plus intime n'échappe pas au contexte historique. Ce n'est pas juste un cadeau. Non, c'est l'importation d'une autre mentalité, d'une liberté que l'Espagne de Franco refuse à sa propre jeunesse. Exactement. Et il y a une autre dimension, plus mélancolique, qui pèse sur leur histoire et qui est magnifiquement rendue. Laquelle? C'est le concept du hola y adios, le bonjour et au revoir. Ah oui! C'est la réalité de toutes les familles de militaires sur la base. Les amitiés snooze, les amours nice, mais tout le monde sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Un ordre de mutation arrive. Et en quelques semaines, la famille déménage à l'autre bout du monde. Cette précarité, ce sentiment d'urgence, ça donne une profondeur incroyable à leur histoire. Chaque moment est précieux parce que ça pourrait être le dernier. C'est ça qui rend leur amour à la fois si intense et si fragile.
Alors, on est cette bulle d'amour adolescent qui semble presque coupée du monde, mais les sources nous montrent que l'univers des adultes juste à côté est pas mal plus sombre et dangereux. Oh que oui. Pendant que Lolo découvre l'amour, sa mère Carmen, elle, est entraînée dans un jeu qui la dépasse complètement. C'est une femme sans histoire au départ, non? C'est ça, elle est secrétaire. Et un jour, elle est convoquée par un certain commandant San Martin. OK. Il fait partie du CECED, le service de renseignement créé par le bras droit de Franco, l'amiral Carrero Blanco. On est dans le cœur de l'appareil répressif du régime. Et là, on s'attendrait à une mission d'espionnage classique à la James Bond, mais c'est pas ça pantoute, là. Et c'est ça qui est brillant. Sa mission est beaucoup plus subtile, presque plus perverse. Comment ça? On lui demande pas de voler des microfilms ou de poser des micros. On lui demande de devenir une amie. Une amie? Sa mission, c'est d'infiltrer le cercle très fermé des épouses d'officiers américains. Elle doit se lier d'amitié avec une femme en particulier, Margot Dell, la femme d'un colonel influent. Et le but de tout ça? Devenir sa confidente, pour sonder de manière informelle ce que les Américains pensent de certains sujets, disons, délicats. Et le sujet le plus délicat, le secret le mieux gardé du régime, c'est le Proyecto Islero. Exactement. C'est quand même capoté. Les sources sont claires. Les services secrets espagnols sont obsédés par une question. Qu'est-ce que les Américains savent? C'est ça. Est-ce qu'ils sont au courant que l'Espagne essaie en grand secret de développer sa propre bombe atomique? Oui, on parle d'un enjeu géopolitique majeur qui se joue dans des conversations autour d'un café entre deux femmes qui sont supposées être des amies. La pression sur Carmen doit être juste insoutenable. J'ai un moment dans le récit qui cristallise toute cette tension-là, toute cette duplicité. Ah oui? C'est une visite organisée par le Club des épouses d'officiers à la Junta de Energía Nucléaire, le centre de recherche nucléaire espagnol. OK, le décor est planté. Officiellement, c'est une sortie culturelle, une opération de relations publiques pour montrer que l'Espagne est moderne. Mais on se doute bien que c'est pas juste ça. Non, la scène est d'une tension psychologique incroyable, on imagine. J'imagine, oui. Pendant que la plupart des épouses américaines s'extasent devant des statues et prennent des photos, Carmen, elle, observe son amie Margot Dell. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle remarque que Margot, l'air de rien, n'est pas intéressée par les mêmes choses. Ses yeux balaient le site, elle identifie discrètement les bâtiments qui sont sous la surveillance la plus étroite de la Guardia civile. Elle pose des questions, j'imagine. Des questions faussement naïves sur la capacité des réacteurs. Et Carmen comprend à ce moment-là que le jeu d'espionnage, il se joue des deux côtés. Elle n'est pas la seule à mentir. Wow! C'est une scène qui illustre parfaitement comment, sous une surface de cordialité, se cache une guerre de l'information impitoyable. Et tout ce jeu d'espion se déroule dans un décor qui est décrit avec une richesse de détails. Ça rend l'immersion totale. C'est vraiment la force du livre, ça dépasse le simple thriller. On a vraiment l'impression d'y être. Exactement. D'un côté, on a cette enclave américaine, Royal Oaks, qui est une vraie bulle. Les sources décrivent le supermarché de la base, le BX, comme une caverne d'Ali Baba pour les Espagnols de l'époque. On y trouve du beurre de cacahuètes, des céréales, des sodas. Des produits de consommation qui n'existaient juste pas dans le reste du pays. On assiste aussi à des traditions qui devaient avoir l'air complètement exotiques, comme Halloween, où les enfants font le truco au trato, le trick-or-treating. Ou la course folle pour trouver une dinde pour Thanksgiving. C'est une petite Amérique reconstituée en plein cœur de la Castille. Et juste de l'autre côté de la clôture, t'as l'Espagne franquiste. C'est ça. Le récit est parsemé de détails sur les luttes de pouvoir qui déchirent le régime en coulisses. On sent la tension, hein? Entre les technocrates de l'Opus Dei qui veulent moderniser l'économie. Et les vieux phalangistes du Movimento, les purs et durs, qui se méfient de toute ouverture. C'est un monde de complots, de rumeurs. Il y a même une scène où le prince Juan Carlos, le successeur désigné par Franco, vient jouer au golf sur la base. C'est fascinant. Pourquoi, là? Parce que c'était un des seuls endroits où il pouvait être lui-même. Loin des regards indiscrets, loin de l'étiquette pesante de la cour franquiste. La base américaine comme une sorte de zone neutre. Exactement. Un lieu où les règles espagnoles s'appliquaient pas tout à fait. Ce simple détail en dit long. Et la rencontre de ces deux mondes donne lieu à des scènes mémorables, des fois comiques, des fois touchantes. Comme quoi? Je pense à la sortie des épouses américaines dans les Tascaras, les tavernes typiques de Madrid. On les imagine guidées par un sergent américain qui connaît la ville par cœur. Elles découvrent le vin rouge servi au pichet et les tapas. Un choc culturel, mais un choc joyeux, où leur fascination devint un spectacle de flamenco, brut, authentique.
tellement loin des clichés pour touristes. Mais c'est pas toujours aussi harmonieux, et le roman tombe pas dans l'angélisme. Non, c'est clair. Il y a aussi les frictions, les malentendus, la méfiance. Les sources parlent des rumeurs qui circulent sur la base. De la peur panique des autorités espagnoles vis-à-vis des francs-maçons américains qu'ils voient comme une société secrète qui conspire. Il y a aussi les petits trafics, le marché noir pour les cigarettes ou les coupons d'essence. Ça crée des tensions. C'est une cohabitation complexe, faite de fascination mutuelle, mais aussi de méfiance profonde. C'est tout sauf une relation simple. En faisant le tour de tout ça, on se rend compte que ce qu'on a entre les mains, c'est bien plus qu'une simple histoire. Ah oui! C'est une véritable mosaïque, une fresque d'une société à un point de bascule. Toutes ces intrigues personnelles, l'amour interdit, le devoir, la trahison. Tout ça se joue sur une scène où l'histoire, avec un grand H, est en train de s'écrire. C'est exactement ça. Et la réussite du roman, c'est de lier l'intime et le politique de manière organique. Sans jamais que ça paraisse forcé. Une simple conversation entre deux ados qui se demandent s'ils ont un avenir ensemble. Ça fait directement écho aux négociations secrètes entre Washington et Madrid sur le renouvellement des accords des bases. Le personnel devient politique et le politique a un impact direct sur le personnel. On l'a vu avec la boîte de préservatifs, on le voit dans la mission de Carmen. Chaque détail de la vie quotidienne est imprégné du contexte. On se rend compte que personne n'échappe à son époque. Finalement, cette lecture nous laisse avec une réflexion qui va bien au-delà de l'Espagne de 1972. Comment les grands courants de l'histoire, ces changements qu'on étudie dans les livres, façonnent-ils concrètement nos vies, nos amours, nos choix les plus intimes? Souvent, on est pris dans la tourmente sans même s'en rendre compte. Exactement. Et c'est peut-être ça l'invitation la plus fascinante de ce roman. Il nous propose de voir l'histoire non pas comme une série de dates et de grands événements, mais comme une collection d'histoires personnelles. Des dilemmes moraux, de destins qui se croisent, une invitation à se demander, et nous, dans notre propre époque, de quelle force plus grande sommes-nous les jouets, parfois sans même le savoir? C'est une pensée qui reste avec nous bien après avoir tourné la dernière page.